Chapitre 5. N comme nain. Je ne sais pas si vous aimez les sucreries. Personnellement, je peux m'en passer. De toute façon, je n'ai pas le choix car, avec mon argent de poche, je ne peux même pas me payer des poches. Bref, les maltais sont de petites boules de chocolat au lait, maltais, qui croquent sous la dent. On en trouve de semblables en Amérique et probablement partout ailleurs dans le monde. Pourquoi Johnny Naples nous avait-il versé 100 livres pour garder une boîte de chocolat? Voilà la question que je me posais. Pourquoi s'était-on donné tant de mal à fouiller notre appartement pour mettre la main dessus? Et que venait faire le gros dans cette histoire? Les chocolats ne devaient guère l'attirer puisqu'il suivait un régime. Tout cela n'avait aucun sens. La boîte contenait 150 grammes de maltais parfaitement ordinaires. Ils avaient l'apparence, l'odeur et le goût de maltais banal. Herbert aimait l'idée qu'il enrobait peut-être les diamants ou autre chose. Et ce ne fut que lorsque j'en eus mangé une demi-douzaine qu'il changea d'avis et suggéra qu'il renfermait peut-être du poison. Si un regard était capable de tuer, le mien l'aurait trucidé sur place. Ce qu'il faut, déclara Herbert, c'est retrouver Naples. Herbert est un génie de la déduction. Le gros nous avait accordé 2 jours pour lui remettre le paquet. Or, Johnny Naples ne devait revenir que dans une semaine. Cela nous laissait donc 5 jours pour subir toutes sortes d'aventures déplaisantes. Un seul problème, nous ne connaissions ni l'adresse du nain, ni son numéro de téléphone. Herbert se fit l'écho de mes réflexions. Je me demande comment entrer en contact avec Naples, murmura-t-il. Essayons les pages jaunes de l'annuaire, N comme nain. Génial s'exclama-t-il en cherchant l'annuaire. Je plaisantais, Herbert. Oh, vraiment oui, bien sûr, soupira-t-il en reposant le bottin. Pour ma part, j'entrepris d'examiner l'enveloppe dans l'espoir d'y déceler un indice, et je découvris une petite étiquette blanche collée sous le rabat que, dans sa hâte, le nain avait dû oublier. Regarde, Herbert. C'est une enveloppe, constata-t-il brillamment. Exact, c'est une enveloppe, mais que penses-tu de l'étiquette? Herbert me la prit des mains pour l'approcher de la lumière. Ahmet, lut-il à voix haute. 8 pence, ce n'est pas trop cher pour des chocolats. C'est le prix de l'enveloppe, pas les chocolats, rectifiai-je. Regarde attentivement. Le prix est écrit à la main, mais le nom est imprimé. Ahmet. Je suppose qu'il s'agit du nom du vendeur de journaux de la papeterie où Naples a acheté l'enveloppe. Oh, fantastique, Nick s'écria Herbert avec enthousiasme. Oui, mais à quoi cela nous avance-t-il? À quoi cela nous avance-t-il? J'imagine que le nain a fait cet achat dans le quartier où il habite. Il nous reste donc à établir la liste de tous les Ahmed propriétaires d'une papeterie et à leur rendre visite pour leur demander s'ils se rappellent avoir vendu une enveloppe à Naples. Ils vendent probablement des centaines d'enveloppes à des milliers de clients. Sans doute, mais combien de leurs clients sont nains? Très juste, admit mon frère. Comment comptes-tu te répertorier tous les Ahmed? Dans les pages jaunes de l'annuaire. Herbert ramassa l'épais volume en me toisant d'un regard dédaigneux. C'était mon idée depuis le début, dès le début. Je ne cherchais pas à discuter. Discuter avec un garçon comme Herbert équivaut à se frapper la tête contre un mur. Il existait 6 Ahmed à Londres, sous la rubrique des marchands de journaux et de papeterie. 3 d'entre eux habitaient vers la rive sud de la Tamise, 3 autres sur la rive nord. Il était trop tard pour les visiter tous. Aussi nous décidâmes de commencer par le sud, ce qui nous permettait également de passer chez un vendeur de meubles d'occasion de notre connaissance. L'expédition nous fit perdre 2 heures, mais le soir même, nous pouvions nous asseoir sur des chaises qui tenaient debout. Le lendemain était un samedi. La visite au Ahmed de Kensington et d'Hammersmith se révéla infructueuse. Restait celui de Notting Hill Gate, qui tenait boutique au milieu du marché aux puces de Portobello Road. Encouragés à la promenade par le soleil, des centaines de personnes se déployaient dans tout ce bric-à-brac à la recherche de porte-serviettes en cuivre ou de meubles en pin. Une odeur de frites et de brochettes empestait l'air. Devant la boutique de Ahmed, un vieux bonhomme vendait d'authentiques plaques minéralogiques anciennes qui avaient dû tomber accidentellement d'un non moins authentique camion ancien. Le magasin était exigu et sombre, à l'image de ceux des autres Ahmed. Vous connaissez probablement ce genre d'endroit.
Bonbons et chocolat d'un côté, journaux et magazines de l'autre, avec les revues cochonnes sur l'étagère du haut. Herbert se dirigea tout droit vers celle-ci pour feuilleter un numéro de Playboy, tandis que j'examinais l'étalage d'articles divers. J'y repérais des enveloppes semblables à celles du nain, qui portaient la même étiquette, avec le prix de l'écriture identique. Une seule personne se tenait derrière le comptoir, un homme d'environ 40 ans, une cigarette plantée au coin de la bouche, le teint pâle et maladif, propre aux gens qui passent leur vie enfermés dans une boutique minable et sombre. Pendant qu'Herbert menait ses propres investigations dans les revues spécialisées, je pris une enveloppe et m'avançai vers l'homme. Excusez-moi, monsieur, je sais que ma question va vous surprendre, mais vous rappelez-vous avoir vendu une de ces enveloppes à un nain? L'homme fixait Herbert. Allez-vous acheter ces cochonneries? Non. Allez-vous acheter ces cochonneries? Aboya-t-il à son adresse. Herbert reposa précipitamment le magazine en rougissant et revint vers nous. Que veux-tu savoir exactement, mon garçon? Poursuivit l'homme d'un ton radouci. Mon frère est détective privé, expliquai-je. Nous sommes à la recherche d'un nain, cheveux grisonnants, teint hâlé, et nous pensions qu'il vous a acheté une enveloppe, il y a un jour ou deux. Ouais, je m'en souviens. Un petit bonhomme. Normal pour un nain, murmurai-je. Il est venu jeudi, je crois. Le jour où Naples nous avait rendu visite. Je me sentis fébrile tout à coup. Malheureusement, Herbert crut bon de se mêler à la conversation. Diamant, dit-il d'un ton grave. Tim Diamant. Il m'a pas donné son nom, remarqua Ahmet. Diamant, c'est moi, insista Herbert. L'homme se tourna vers moi, les sourcils froncés. Il va bien, votre frère? Oh, ne vous inquiétez pas. Écoutez, c'est important. Le nain vous a-t-il acheté quelque chose, autre chose? Des chocolats maltais, par exemple? Non, pas de sucrerie. Pourtant, je me souviens à présent, il portait justement une boîte de maltais sous le bras et il l'a glissée dans l'enveloppe. Il me semble aussi qu'il a acheté autre chose. C'est ça, une paire de ciseaux. Il était nerveux, pressé, il n'arrêtait pas de regarder dehors, comme quelqu'un qui est suivi. Il a pris son enveloppe et ses ciseaux, puis il a filé. Nous devons absolument le retrouver. Il a des ennuis? Il pourra en avoir si nous ne le retrouvons pas, expliquai-je. Mais il n'en aura pas nécessairement si nous le retrouvons, crut bon d'ajouter Herbert. Ahmet hésitait, il se méfiait. À sa place, j'aurais réagi de la même façon. Bon, décida-t-il tout à coup en voyant un client entrer. Je n'ai pas de temps à perdre avec deux plaisantins de votre espèce. Vous le trouverez à l'hôtel Splendide, votre nain, dans le bas de Portobello. Comment le savez-vous? M'étonnai-je. Oh, je connais le propriétaire de l'hôtel. Il m'a vaguement parlé d'un nain qui séjournait chez lui. Comment se nomme le propriétaire? Questionne. Ah non. Comment se nomme le propriétaire? Questionna Herbert. Jacques Splendide. Plus on avance dans Portobello, plus le paysage devient minable, et plus on a l'impression de pénétrer dans un autre univers. Plus de boutiques, de brocanteurs, ni d'échoppes. Plus de boutiques, de brocanteurs, ni d'échoppes, mais une sorte de terrain vague envahit le détritus. En quelques pas, on passe d'une ville à une autre. L'hôtel Splendide faisait partie de ces établissements impossibles à repérer si on ne les connaît pas, et où l'on descend pour se cacher. Il était situé au fin fond de Portobello dans un cul-de-sac, niché dans le coude d'une route aérienne qui enserrait l'immeuble comme un bras de béton. Les locataires ne devaient guère dormir à l'hôtel Splendide avec les voitures qui défilaient à 1 mètre de leurs fenêtres. Le dernier étage arrivait très exactement au niveau de la chaussée. Un somnambule tombant sur son lit, un somnambule tombant de son lit risquait de périr écrasé sous les roues d'un camion si les cafards et les punaises ne l'avaient pas tué avant. C'était une bâtisse carrée et hideuse, de la couleur d'un fromage moisi. Une enseigne au néon rouge ornait le premier étage, mais tellement encrassée qu'on ne lisait plus les lettres. Une rangée de poubelles montait la garde devant la porte d'entrée, leur monceau de détritus ajoutant à la délicieuse atmosphère des lieux. Comme vous le savez, les établissements hôteliers sont classés par étoiles ou fourchettes en rapport avec leur qualité. L'hôtel Splendide ne méritait même pas un cure-dent. Un ivrogne à moitié endormi était affalé près des poubelles, le goulot d'une bouteille vide serré dans une main, un berger allemand somnolent à ses pieds. Le chien semblait aussi ivre que le maître. Nous les dépassâmes en réprimant une grimace. La porte pendait sur ses gonds, une odeur âcre de désinfectant nous accueillit.
Nous pénétrâmes dans ce qui sonnait le lieu de réception. Alors que la plupart des hôtels affichent des publicités, de spectacles ou de restaurants, le Splendide, lui, faisait de la réclame pour la soupe populaire et les produits anti-poux. Un comptoir se dressait face à la porte et, derrière le comptoir, un homme mal rasé lisait un bouquin bon marché, tellement bon marché qu'il ne comptait que quelques pages. Ce qui valait aussi bien car le lecteur ne semblait pas encore prêt pour guerre épée. Il portait une chemise crasseuse, un blue jean d'où s'échappait un estomac volumineux qui lui tombait sur les genoux, et mâchonnait un mégot de cigare éteint depuis au moins une semaine. Il tourna une page, grogna et poursuivit sa lecture. Jack Splendide sans Kerber. Il demande répliqua l'homme sans remuer les lèvres. Diamant se présenta mon frère. Je suis détective privé. On dirait pas, dit Jack Splendide en bâillant. Nous cherchons un homme. Attends, non. Nous cherchons un homme qui loge dans votre hôtel, expliquai-je. Un certain Johnny Naples. Il doit pas mal de fric à un de nos clients, ajoutai-je pour faire une bonne mesure, en m'efforçant de parler un langage qu'il comprit. Tout juste, renchérit Herbert. Et si vous nous aidez à le retrouver, vous toucherez une petite commission. Nos arguments déridèrent Jack Splendide. Il leva un pouce à l'ongle droit, à l'angle noir, en direction de l'escalier. Chambre 39, grogna-t-il, dernier étage, et je veux 10%. Nous grimpâmes 5 volets de marche en nous efforçant de ne pas les faire craquer sous nos pas. La moquette était élimée, les murs humides et boursouflés. Les télévisions braillaient au loin, un bébé pleurait. À sa place, moi aussi, j'aurais pleuré. La chambre 39 se trouvait tout au fond d'un couloir sur la face arrière de l'hôtel. Le numéro avait disparu, mais nous devinâmes qu'il s'agissait du 39 car elle était encadrée par le 38 et le 40. La porte était fermée. « Tu crois que c'est une bonne idée ?» chuchota Herbert. « J'en suggère une meilleure. Nous pourrions rentrer à la maison ?»« Pas question, Tim. Nous touchons au but. Il n'y a aucun mal à... » Je dus m'interrompre. Le coup de feu n'avait pas été violent, mais suffisamment proche pour me faire sursauter. En fait, il avait été tiré juste de l'autre côté de la porte. Herbert se mit à trembler et voulut battre en retraite. Je le rattrapai de justesse par le pan de la veste. Je ne tenais pas à entrer seul. Je ne tenais d'ailleurs pas à entrer du tout. Mais je savais que je ne me pardonnerais jamais de m'être enfui. Sans lâcher Herbert, je poussai prudemment la porte. Elle n'était pas verrouillée. Au Splendide, les chambres n'étaient pas munies de verrous. Certaines n'avaient d'ailleurs même pas de porte. La première chose que j'aperçus en entrant fut un rideau battant et une silhouette s'éclipsant par la fenêtre. La chambre pouvait tout juste contenir un lit, une table, une commode et un corps. Johnny Naples gisait sur le lit. Il n'était pas encore mort, mais la tache rouge qui s'élargissait sur sa chemise me disait que les minutes lui étaient comptées. Je me précipitai vers la fenêtre. Trop tard. Celui ou celle qui nous avait précédés avait sauté sur la route en contrebas pour s'enfuir et probablement rejoindre une voiture qui l'attendait. Je retournai au chevet du nain qui gémissait faiblement. Malgré le désordre certainement coutumier de la chambre, on décelait des traces de lutte. La chaise avait été renversée, la lampe retournée. Mes yeux tombèrent sur une pochette d'allumettes publicitaires que je ramassai instinctivement. Le temps nous manquait et n'importe quel indice pouvait nous aider. C'était sans doute aussi un prétexte pour éviter de regarder le nain. Celui-ci ouvrit la bouche pour essayer de parler. « Faucon !» gargouilla-t-il. « Soleil !» Ce fut tout. Ses yeux se fermèrent, sa bouche resta ouverte. N comme nain, M comme mort. De son côté, Herbert s'était penché pour ramasser quelque chose sur le tapis. « Nick, me regarde !» Il s'agissait d'un revolver encore fumant, et mon cher frère le serrait toujours dans sa main lorsque la porte s'ouvrit violemment. L'ivrogne affalé un peu plus tôt, devant l'entrée de l'hôtel, tenait lui aussi un revolver, son berger allemand grognant doucement à ses pieds. 2 autres hommes l'accompagnaient. « Police !» cria-t-il. Herbert s'évanouit. L'homme pivota pour le tenir en joue. « Vous êtes en état d'arrestation !» déclara son collègue.